Monsieur Charles Dabonnet. Il va nous parler de comment exactement est-ce que on va devoir changer notre alimentation après un certain âge et les petites choses à prendre conscience pour s'assurer que on est toujours en train de nourrir et adapter notre nutrition comme il se faut en tant que euh, adulte aîné. Alors, Monsieur Charles, je vais vous passer la parole maintenant. Avant ça, I just have to say it in English again. Thank you to everyone joining us today uh, for another wonderful presentation. Today, we were going to talk about healthy aging with our professional, Mr. Charles Dabonnet, that will talk about nutrition for among older adults. So, Mr. Charles, I'm going to pass the mic to you now. And thank you for joining us today. Bonjour à tout le monde, mon nom c'est Charles Dabonnet et puis oui, je suis très content aujourd'hui d'être là avec vous pour parler de la saine alimentation pour les aînés. Vous avez certainement reçu la fiche sur laquelle il est indiqué vieillir en santé chez les personnes âgées. Je pense qu'il faudra considérer ma présentation comme étant un élément de la vieillesse en santé. Donc, je ne peux pas parler de la santé de façon globale chez les personnes âgées, mais je vais plutôt regarder spécifiquement l'aspect lié à la nutrition. Ça, c'est le premier point. Vous avez aussi vu que c'est mis nutritionniste international sur l'affiche. Je pense qu'il faudrait plutôt lire nutritionniste de santé publique ou bien nutritionniste ou nutrition internationale ou bien tout simplement nutrition. Parce que nutritionniste international, ça veut dire une autre portée et puis je pense pas que ce soit vraiment exactement cela. Voilà. Donc, la saine alimentation chez les aînés, pourquoi est-ce que c'est important et comment y parvenir? Ok, c'est clair que autant que nous sommes tous sur cette présentation, peut-être qu'on ne se considère pas forcément comme étant des aînés, puisque au Canada, lorsqu'on parle des aînés, c'est des 65 ans et plus. Ok, on parle de la saine alimentation pour ces personnes-là, parce que rendu à cet âge, il y a comme un certain nombre de besoins ou des risques qui sont liés à la santé, à la nutrition de ces personnes-là. Et nous, on prie Dieu et on croise les doigts que Dieu nous donne le nombre d'années pour qu'on arrive à cet âge-là et que on prenne soin de notre santé en regardant l'aspect alimentation et nutritionnel. Et pour parler de nutrition et santé à 65 ans et plus, ben, c'est quelque chose qui commence déjà un peu plus tôt. D'accord? C'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour nos enfants parce que c'est comme des habitudes et des pratiques qui doivent être adoptées et puis par la suite vont nous être bénéfiques lorsque nous serons au-delà de 65 ans et plus. Mais quand on atteint 65 ans et plus, ben, bien entendu, il y a un certain nombre de comportements et de pratiques qu'il faut adopter. Ma présentation aujourd'hui va s'articuler autour des quatre points suivants. Une introduction, parler de l'importance d'une saine alimentation et puis définir aussi quelques éléments de comment parvenir à une saine alimentation. Et puis par la suite, on aura des questions, des points de réflexion et des discussions. Je pense que pour être efficace et pour pouvoir passer à travers peut-être toute la présentation, je vais aller avec la présentation et puis par la suite, on va poser les questions si cela convient aux organisateurs. OK. Oui, c'est parfait. I'm OK. just going to quickly translate. So, as we're going through the PowerPoint, it is good to know that after a certain reach, after a certain age, there are risks related to health of older adult that we need to take into account as we are monitoring our nutrition. And for that, we will have to adapt our intakes from it. This presentation will just be general information. It will not be personalized as this is not a dietitian advice, but just a few tips that is good to know and to take note of as you are going into this new phase of your life. Throughout the presentation, we will first start with the introduction, then we'll move to the importance of um,
eat healthy food habits, and then also how to reach a healthy nutrition. And then at the end, we will save the questions to the end so that we can just really maximize the presentation time without delay. Thank you. Okay, well said. Thank you so much, Justine. Et alors, en guise d'introduction, je voudrais d'abord commencer par la population. La population des personnes âgées telle qu'elle est définie, les 65 ans et plus au Canada. Elle représente près de 18% de la population et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est une population qui sera en croissance. Donc, on estime qu'en 2034, ce sera presque une personne sur quatre qui aura 65 ans et plus au Canada, avec la tranche des 0 à 14 ans qui est en train de diminuer. Donc, on a une population développée, que ce soit en Europe ou encore en Amérique du Nord. Alors, cette augmentation va s'observer encore plus dans les 80 ans et plus. Lorsqu'on arrive dans les 80 ans et plus, ça veut dire que on peut potentiellement penser à des problèmes de santé qui existent et les chiffres montrent ici que les projections pour les 80 ans et plus en 2036, c'est 7,6% de la population canadienne. Et quand on regarde dans les 65 ans et plus, en termes de pourcentage de la population des 80 ans et plus dans les 65 ans et plus, ben, c'est 32% de la population des 65 ans et plus qui vont constituer des individus qui auront 80 ans et plus. Ce qui est assez élevé lorsqu'on pense un peu au système de santé pour prendre en charge ces personnes-là. Les personnes âgées, peut-être que c'est une vue d'esprit de penser que c'est des gens qui se retrouvent lorsqu'ils atteignent cet âge-là dans des résidences pour personnes âgées, etc. Pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que 93% des 65 ans et plus vivent chez eux à la maison. Ils ne sont pas forcément dans une maison de retraite, etc. Ça, c'est une donnée très importante. On pourra en parler un peu plus tard. Mais les 65 ans et plus, donc les personnes âgées, font face à un certain nombre de problèmes de santé. Ok. Ils sont susceptibles de souffrir de problèmes de vision, de problèmes de mémoire, de problèmes de surdité, d'élocution, de mobilité, d'agilité, de douleur, de difficultés d'apprentissage et d'adaptation et de problèmes psychologiques. Pensez un peu à la santé mentale. Donc, tous ces éléments peuvent être des facteurs de difficulté pour une vie saine euh, et agréable, si je devrais le dire. Mais tous ces points, je ne vais pas forcément les aborder, mais ce sont des problèmes de santé auxquels on peut faire face les personnes âgées. La question que on se pose, ou du moins le lien que je devrais faire, c'est quoi le lien entre la nutrition et la santé? Est-ce que c'est la santé qui influence la nutrition, ou bien est-ce que c'est la nutrition qui influence la santé? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux concepts? Oui, il y a un lien. La nutrition impacte la santé. Si vous ne nourrissez pas de façon convenable et de façon efficace, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes de santé. Ok. La preuve est que si vous avez un apport insuffisant en telle substance nutritive, telles que des minéraux, des vitamines, ça peut avoir un impact sur votre santé. Mais votre santé peut aussi avoir un impact sur votre état nutritionnel. Ok. Pensez à quelqu'un qui, par exemple, fait face, par exemple, à une infection et puis qui fait, par exemple, de la diarrhée, par exemple, ben, la personne peut perdre des nutriments à cause de cette condition de santé. Donc, ça peut envoyer un déséquilibre sur son état nutritionnel. Donc, c'est comme on est un cercle un peu vicieux où la nutrition impacte la santé et la santé peut également impacter la nutrition. Alors, comment on fait pour avoir, je veux dire, cette nutrition-là? Juste un instant. Oui, Je vais vous lire ça. excusez-moi, juste avant qu'on continue, OK. just to translate, so it is good to know that about 41% of older Canadians say they suffer from various disabilities such as like vision, memory loss, hearing loss, difficulty with speech, mobility,
agility, pain, and more. So at this time, it's kind of the question is, what is the place of nutrition when it comes to that? How will your nutrition affect your health? So now we will talk about the different determinants that will affect a good food health, a healthy food habits for older Canadians. Thank you. Alors, les déterminants de la saine alimentation. Et les déterminants de la saine alimentation, ce sont les déterminants que vous allez retrouver souvent, qui sont les mêmes déterminants de la santé. Et comme je l'ai montré dans la diapositive précédente, il y a un lien entre la nutrition et la santé. Donc, quelque part, ce qui détermine la saine alimentation détermine également la santé. Et vous pouvez voir le nombre de facteurs, selon Santé Canada, qui ont un impact sur la santé et donc la nutrition d'un individu. L'éducation, l'emploi, les conditions de travail, les environnements physiques, la biologie ou la génétique, les habitudes personnelles et les habiletés d'adaptation, le développement sain de l'enfant, les services de santé, les services sociaux, les environnements sociaux, le sexe, la culture, le revenu, les réseaux de soutien social sont autant de déterminants qui peuvent affecter l'état nutritionnel d'un individu. Parmi ces déterminants sociaux que je vous ai montrés, il y a des déterminants qu'on peut ramener à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, en tant qu'individu, on a des caractéristiques qui peuvent avoir un impact sur notre statut nutritionnel, à savoir donc l'âge, le sexe, notre niveau d'instruction et les autres facteurs socio-économiques, les problèmes psychologiques ou physiologiques, pardon, ou de santé auxquels nous faisons face, un certain nombre d'attributs psychologiques, donc passer un peu à la santé mentale, nos conditions de vie, nos connaissances et nos attitudes, nos croyances et nos comportements. Généralement, ces facteurs-là sont individuels. Chacun a son comportement, chacun a ses croyances, etc. Au fur et à mesure que l'âge avance, ben, ces facteurs-là vont entraîner des impacts différents sur nos choix alimentaires. Pensez juste à l'âge dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Pensez juste aux conditions de vie. Pensez juste à nos comportements, à nos croyances. Avec l'âge, ce sont des choses qui peuvent changer et peuvent avoir un impact sur la diminution de nos apports alimentaires. Tenez compte également d'un certain nombre de comportements comme le tabagisme, l'activité physique ou encore le statut matrimonial, le statut social, la culture, qui sont des éléments à prendre en considération lorsque nous parlons euh, de notre santé et qui sont des déterminants individuels. Alors, il y a aussi au niveau de l'individu, je l'ai dit, ça change avec l'âge parce qu'il y a comme des processus qui vont changer. Nos capacités visuelles, auditives et olfactives, c'est-à-dire le nez Mhm. et Ouais. Ouais. sentir les aliments, peuvent avoir des effets négatifs sur notre apport alimentaire. Les médicaments que nous prenons. Mais d'accord que plus on prend de l'âge, on fait face à l'utilisation assez récurrente et fréquente des médicaments. Ça peut avoir un impact sur l'acuité gustative, c'est-à-dire comment est-ce que nous apprécions le goût des aliments. Le mauvais état dentaire, ça aussi c'est un fait, ok? On peut avoir un état dentaire qui se dégrade. Donc c'est pour ça que vous voyez quelque chose comme avoir une hygiène dentaire, aller voir le dentiste et autres. Peut-être qu'on pourrait mettre ça loin de notre état nutritionnel. Mais voilà en quoi est-ce que ça peut avoir un lien avec notre état nutritionnel. Parce qu'on peut avoir aussi une diminution au niveau de nos sécrétions salivaires qui joue un rôle très important dans l'utilisation des aliments que nous consommons. Donc, pensez à la mastication, le broyage des aliments, la digestion enzymatique, les enzymes qui sont comme, je dis, des molécules qui sont produites, par exemple, par la salive, qui nous permettent de mieux digérer nos aliments. Et ça, c'est des choses qui peuvent changer quand nous prenons de l'âge. Donc, tous ces processus, de même que tout ce qu'il y a comme les contrôles liés à la faim ou à la satiété, le fait que vous soyez rassasié, tout ça, qui sont coordonnés par des phénomènes physiologiques autour de l'organisme, peuvent également changer et impacter donc négativement notre apport alimentaire et par la suite notre état nutritionnel. On va parler d'un concept qui est donc l'anorexie physiologique du vieillissement. Souvent, quand on entend parler de l'anorexie, c'est quoi? Ben, l'anorexie, c'est des gens qui sont atteints d'un trouble. C'est un trouble
comment dire, neurologiques qui emmènent les gens, par exemple, à consommer moins d'aliments, tout simplement parce qu'ils ont une représentation plus ou moins négative de leur organisme qui les fait perdre du poids. OK? Mais on parle ici de, entre guillemets, anorexie physiologique du vieillissement pour dire que quand quelqu'un prend de l'âge, ben, son organisme aussi perd un certain nombre de capacités qui font que la personne ne peut pas s'alimenter correctement. Et c'est lié au vieillissement. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'anorexie physiologique du vieillissement. Donc, c'est comme d'une certaine manière que c'est quelque chose qui nous attend tous à un moment donné de notre évolution, notre vieillissement. Et puis, il y a un certain nombre d'activités qui sont aussi liées à une saine alimentation et donc qui peuvent être impactées par notre état de santé, mais aussi nos habiletés fonctionnelles. Or, quand on prend de l'âge, notre état de santé se trouve de plus en plus diminué, mais aussi nos habiletés fonctionnelles. Et donc, ça peut avoir un impact sur comment est-ce que nous nous alimentons. Par exemple, se procurer des aliments. Aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu plus jeune, ça ne pose pas de problème. Je me lève, puis je m'en vais à l'épicerie, je peux prendre l'autobus ou encore ma voiture, puis je m'en vais, puis c'est comme quelque chose qui n'est pas contraignant. Mais quand on devient âgé, ça peut être quelque chose de difficile. Préparer des aliments nutritifs à s'alimenter soi-même ou obtenir de l'aide. Un environnement agréable lors de la consommation de repas. L'environnement agréable, c'est pas seulement que peut-être que j'ai une belle table ou une belle chaise ou j'ai de belles assiettes. Ça peut être tout simplement, est-ce que j'ai des gens autour de moi avec lesquels je consomme mes aliments. La disponibilité de mets appétissants. Parce que pour pouvoir consommer un aliment en quantité assez raisonnable et acceptable, ben, il faut que ça soit appétissant. Comment est-ce que je retrouve ces mets appétissants aussi pour pouvoir consommer correctement? Alors ça, ce sont des facteurs individuels. Now we will talk about the deterioration of senses of and certain processes because as we get older, we start losing our abilities like auditory abilities, olfactory abilities, and then this also sometimes creates us to lose our appetite because of different little things that will happen, like a loss of taste or dental conditions or digestions that might be deteriorating. We sometimes get discouraged when it comes to food. Even just going out to get the food sometimes becomes a little bit difficult, which might influence our nutrition on the long run. And in consequences to this will affect our health. So we will go into more details about this in the next few minutes. OK, merci. Alors ça, c'était les déterminants individuels dont j'ai parlé. Mais en même temps, en tant qu'individu, nous vivons dans euh, un environnement donné. Nous vivons dans une communauté donnée. Donc, à côté des déterminants individuels qui sont souvent influencés par les déterminants collectifs. Et ce sont ces déterminants collectifs-là. Je veux dire, l'environnement physique dans lequel vous êtes peut vous amener à adopter un comportement particulier. Donc, quand je parle des déterminants collectifs, ce sont les déterminants liés, par exemple, au contexte familial, les déterminants sociaux et les déterminants économiques. Par exemple, le taux de chômage ou encore le revenu par habitant sont des facteurs collectifs qui peuvent avoir un impact sur les choix alimentaires que vous allez faire lorsque vous partez, par exemple, dans une épicerie. Des exemples de déterminants collectifs, hein, il y a par exemple l'étiquetage nutritionnel. Lorsque vous allez acheter, par exemple, je sais pas moi si vous voyez bien ma bouteille d'eau, vous voyez qu'il y a comme une étiquette dessus qui donne un certain nombre d'éléments liés à la composition de cette bouteille d'eau. C'est la même chose pour les aliments que vous acceptez. Mais ça, c'est pas une décision qui vient de vous. Ce sont les autorités politiques qui mettent cela en place en fonction donc de leur politique de santé, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider des gens à faire de bons choix alimentaires ou pas. Et ça, c'est lié aux politiques. Vous avez aussi, est-ce que l'environnement est favorable à l'achat des aliments? Aujourd'hui, on parle du panier de l'épicerie qui a augmenté. Les produits sont inaccessibles. Acheter des fruits et légumes aujourd'hui, c'est un parcours du combattant parce que ça coûte excessivement cher. Mais le problème, c'est que c'est pas vous qui avez un contrôle sur le prix des denrées alimentaires.
Ça, c'est des politiques. Même si vous avez des facteurs qui sont liés à vous, qui sont individuels, et c'est influencé aussi par l'environnement du prix des aliments. Les messages publicitaires qui entourent la saine alimentation, le soutien social, les services communautaires qui existent dans votre communauté, par exemple, comme la livraison des repas ou encore les cuisines communautaires, des choses comme ça, ben, ce sont des facteurs collectifs. Et donc, ils peuvent avoir un impact sur vos choix alimentaires, quand bien même ils deviennent individuels lorsque vous vous retrouvez dans une épicerie. Pourquoi est-ce que c'est si important la saine alimentation? Donc, voyez pourquoi d'abord, je vais dire les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la saine alimentation. Maintenant, pourquoi c'est important la saine alimentation? J'ai une petite vidéo ici que je vais vous présenter pour mettre un peu en contexte ce qui se passe dans notre organisme pour un exemple particulier. C'est au cours de la digestion que les glucides contenus dans les aliments sont transformés en partie en glucose. C'est à ce moment-là que l'absorption intestinale permet au glucose de passer dans le sang. Sa concentration moyenne, qu'on appelle glycémie, est de l'ordre de 1 gramme par litre de sang. Même si elle peut varier au cours de la journée, cette valeur est maintenue à ce niveau grâce à l'intervention de mécanismes permettant le stockage et le déstockage du glucose. Car le glucose, source ou réserve d'énergie, est le carburant de nos cellules, nécessaire à leur fonctionnement. Foie et pancréas jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Le pancréas sécrète dans le sang des hormones susceptibles d'en faire varier la valeur. Deux scénarios peuvent se présenter. Après un repas copieux, la glycémie augmente. Le pancréas va le détecter et déclencher immédiatement la production d'une hormone, l'insuline, qu'il libère dans le sang. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans la plupart des cellules de l'organisme qui en ont besoin pour fonctionner. Mais l'insuline va également favoriser la mise en réserve du glucose dans les organes de stockage du corps, principalement le foie et les muscles. L'ensemble de ces mécanismes tend à s'opposer à la hausse excessive de la glycémie dont souffrent les diabétiques. On peut donc dire que l'insuline sécrétée par le pancréas, en favorisant le stockage du glucose, fait baisser la glycémie. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas contraire, après un jeûne prolongé. Le pancréas détecte une baisse de la glycémie, un manque de glucose dans le sang. Il se met alors à sécréter une autre hormone, le glucagon, dont l'effet principal est de stimuler la libération du glucose stocké dans les cellules du foie. Le foie Non, non, non. organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Ce déstockage du glucose va avoir pour effet d'empêcher une hypoglycémie dangereuse. Pancréas et foie jouent donc un rôle important dans le contrôle permanent de la glycémie. Ce contrôle suppose un équilibre satisfaisant entre les deux hormones antagonistes sécrétées par le pancréas et une gestion fine du stockage-déstockage du glucose dans le foie. Cet équilibre dynamique, qu'on nomme homéostasie, est obtenu grâce à ce système autorégulé à commande hormonale qui s'avère être une authentique mécanique de précision. Cette petite vidéo que je vous ai montrée, c'est juste pour contextualiser ce dont je veux parler. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là, on a parlé des glycémies, vous pouvez faire le lien avec, par exemple, le diabète. Il y a toutes sortes de maladies chroniques auxquelles les personnes âgées peuvent faire face. Parce que le principe des maladies chroniques, c'est quoi? C'est que ce sont des maladies qui vont s'étendre dans le temps. Donc, elles peuvent prendre le temps pour se mettre en place et généralement, quand quelque chose prend le temps, ben, c'est vers l'âge adulte que ces maladies-là vont commencer à se manifester. OK? Et quand elles commencent à se manifester, ben, elles vont prendre du temps pour se résorber. Autant de temps qu'elles ont pris presque pour se mettre en place, ben, ça demande tout ce temps-là ou un long temps pour
euh, pour disparaître. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la nutrition. Dans la vidéo, vous avez vu que rien que le contrôle de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ben, ça prend en compte un certain nombre, plusieurs aspects de la physiologie ou de la biologie qui souvent sont influencés par ce que nous consommons tout simplement. Et il y a beaucoup de maladies chroniques qui sont dans ce sens-là. Ça peut être l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les AVC, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré ça, pour montrer comment notre organisme, il est extraordinaire, mais en même temps, on devrait pouvoir nous l'aider, à nous aider à maintenir son fonctionnement normal, comme on l'a vu avec la vidéo qui est là. Alors, donc, c'est important, une saine alimentation. C'est essentiel pour vieillir en santé. Donc, le thème de base de notre présentation permet aussi de rester en santé, de rester vigoureux et garder une certaine autonomie et une certaine qualité de vie à partir de notre alimentation. Just so to recap the video we just went through, it was talking about the glycemic control of our body. Although our body is very impressive and it does a lot of things correctly, there are some things that sometimes takes a lot of physiology and biology and time before it shows, you can actually see it outside on how it has affected you. So that's why it's very important to take a look at your diet to make sure that you're not taking too much cholesterol, you're not taking too much of something you should not do, so that your glycemic control is still level. OK. Alors, donc, de façon plus spécifique, la saine alimentation nous permet quoi? Un, de conserver un poids santé, de protéger notre santé et notre bien-être, de nous assurer que nous avons assez d'énergie et de nutriments qui sont essentiels à la préservation de notre santé, à nous aider à prévenir ou à réduire le risque ou encore à ralentir la progression d'un certain nombre de maladies, donc les maladies chroniques dont j'ai parlé tout à l'heure, les maladies du cœur, le diabète de type 2, mais aussi travailler à nous aider, par exemple, à prévenir la perte musculaire et osseuse. Et donc, parler de la perte osseuse qui va nous permettre, par exemple, de réduire les fractures osseuses, la fracture des os. Et ça, ce sont des problèmes qui se présentent au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. Ça va donc la perte musculaire ou encore la fragilité des os. Donc, il faut avoir une alimentation qui nous permet de conserver ces attributs-là. Parce qu'on est tous d'accord que ben, la vie, là, je veux dire, notre vie, elle finit là. On n'est pas comme abonné à la vie pour toujours, mais on essaie quand même de la protéger et de la rendre de l'emmener le plus loin possible. Avec le vieillissement, il y a différents changements qui peuvent arriver. J'en ai parlé un peu plus tôt. Ça peut devenir être très difficile pour les personnes âgées de s'alimenter de façon plus efficace. Pourquoi? La diminution de l'appétit, la diminution de l'intérêt pour la nourriture sont des choses qui vont arriver avec tous les changements physiologiques dont j'ai parlé un peu plus tôt. Au niveau de l'organisme, il y a un ensemble de changements qui sont liés au vieillissement et comme je l'ai dit, peuvent avoir un impact sur l'appétit, l'altération de notre goût ou encore de notre odorat. Parce que euh, souvent, là, juste à sentir un aliment, on a le goût d'aller le préparer et le manger. Moi, je le dis souvent, pendant l'été, je peux être en train de me balader dans un quartier et puis c'est comme des fumées ou des vapeurs de barbecue que je sens dans la rue et puis je me dis, mais tiens, arrivé à la maison chez moi, je vais me préparer un barbecue. Donc, vous montrez un peu comment l'odorat peut avoir un impact sur notre motivation à nous alimenter. Plus difficile de nous rendre à l'épicerie, notre digestion, notre capacité de mâcher et d'avaler, comme je l'ai dit, peut être affectée. Ça peut être difficile pour nous d'avoir du temps pour aller préparer nos aliments. Peut-être qu'on est un peu plus jeune, c'est plus facile, mais quand on devient plus âgé, ça peut être difficile. Et puis notre difficulté à nous procurer des aliments, cuisiner les aliments que nous voulons, et puis faire toutes les tâches qui entourent la préparation des aliments. Parce que, je l'ai dit, souvent sortir pour aller faire, ne serait-ce que l'épicerie, peut être un défi majeur pour des personnes âgées. Alors, en même temps, quand on vieillit aussi, il y a certains facteurs sociaux qu'il faut prendre en considération. On pourrait se retrouver en train de manger seul le plus souvent. Pourquoi? Parce que quand on est un peu plus jeune, on a nos enfants à la maison, et puis ils sont là, la vie est belle, mais à un moment donné,
ils deviennent autonomes et ils s'en vont et on reste seul. OK? Il peut aussi arriver que au cours de notre vie, ben, on vit avec un conjoint ou une conjointe et puis on perd son conjoint ou sa conjointe et on vit seul. La dynamique pour s'alimenter change complètement. On peut avoir un revenu moins élevé. Pourquoi? Parce que 65 ans et plus, les aînés, ça veut dire qu'on part à la retraite. Donc, on n'a pas assez d'argent comme on l'avait pour faire face donc à nos besoins alimentaires. Prendre soin d'un être cher. Je parlais tout à l'heure de personnes âgées en termes de personnes qui vivent à deux. Et souvent, surtout dans le contexte dans lequel on est, vous allez vous retrouver en train d'être la personne qui est le seul support de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous devez prendre soin de cette personne. Cela peut aussi alimenter. Demander à quelqu'un pour cuisiner pour vous, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Changer de maison. Ça aussi, c'est quelque chose qui... je vais finir juste cette page et puis je vous donne la parole, Justine. Vivre dans une maison avec une nouvelle cuisine. Peut-être que ça peut paraître banal, mais vous savez, les habitudes, on les forge et puis on les cultive et puis elles restent avec nous. Et bien souvent, on est dans une maison et puis parce qu'on a pris de l'âge, il faut qu'on déménage pour aller prendre une autre maison. Et ça, on le fait quand on atteint un certain âge. Nos habitudes que nous avions au départ changent complètement. On est dans un autre environnement avec lequel on n'est pas habitué. Et puis souvent, comme je l'ai dit, la cuisine que vous faites aujourd'hui, peut-être les mères ou les pères qui cuisinent vont cuisiner pour trois, quatre, cinq personnes. Pourquoi? Parce qu'on a trois enfants, on a quatre enfants. Mais il va arriver un moment donné où les enfants seront partis, on sera juste deux personnes. Il faut cuisiner pour deux personnes. Et ça, il y a des défis également qui sont liés à cela. Parce que vous êtes habitué à préparer pour une grosse marmite, là. Et là, il faut faire une marmite pour deux personnes. Ça peut changer tout simplement nos habitudes et nos repères. A small resume of the importance of healthy eating. It is so important to continue to take care of your diet as you get older, just to promote and protect your well-being, and to ensure that you are getting enough energy and nutrition to maintain your health. Because as you get older, your your body kind of slows the progression of chronic disease. I'm sorry. And also, you want to eat in a way that will prevent muscle and bone loss. So I know it is a little bit challenging at times when you are entering this phase of your life to eat a certain way because of a few reasons that's mentioned, such as the cost of living, the reduction of your household to now you and your partner, or sometimes in case your partner has sadly passed, you might be alone having to take care of the meals now, or also you are often alone, so you don't think as much as into too deeply into the preparation of what you will eat, and because of that, you just stopped eating as healthy as you used to. À côté de ces changements liés au vieillissement, on peut parler de donc l'état de santé lui-même. Puis je pense que je l'ai dit brièvement un peu plus tôt. Le fait, par exemple, qu'on prenne, je vais dire, on devient comme on a comme une multipathologie. On se retrouve à faire face à plusieurs problèmes de santé, donc à prendre plusieurs médicaments. Et justement, ces médicaments ont des effets secondaires qui peuvent affecter, par exemple, votre appréciation du goût ou encore votre appétit. Donc ça vient comme ajouter quelque chose de plus à votre défi de vous alimenter correctement et sainement. Et on se retrouve comme dans un continuum, c'est-à-dire quelque chose qui va de bout en bout pour aller aboutir à un résultat donné. Donc, on commence par le manque d'appétit. Ensuite, suit un apport alimentaire insuffisant. C'est sûr que si vous avez un manque d'appétit, vous allez vous alimenter le moins possible. La conséquence de ça, ben, ça va avoir un impact sur votre statut nutritionnel qui devient un statut inadéquat. La conséquence de ça, ça peut être la perte de poids. Ensuite, la perte de masse musculaire. Et la masse musculaire, c'est essentiellement, je vais dire votre stockage en protéines, si je puis m'exprimer ici. Donc, quand on vieillit, ben, nos besoins nutritionnels vont changer. À savoir donc notre besoin en énergie, notre besoin en protéines et puis aussi notre besoin en d'autres nutriments.
Et les raisons de ce changement-là, ben, ou du moins ce que ça va conduire à, et qu'on verra, c'est la masse musculaire. Ok. De façon normale, quand on vieillit, on perd forcément de la masse musculaire. Et ça peut être lié justement à nos besoins qui changent. La pratique de l'activité physique, c'est quelque chose qui devient, je vais dire, quelque chose de difficile. Et puis l'absorption intestinale. Alors, disons, vous avez 70 ans. Ça veut dire que votre tube digestif, hein, votre estomac, votre intestin grêle existe depuis 70 ans. Il travaille depuis 70 ans. Donc, il y a quand même une certaine altération qui va se faire au niveau, par exemple, de l'absorption intestinale. Parce que les nutriments que nous consommons sont essentiellement absorbés au niveau du petit intestin, de l'intestin grêle. Alors, si cette absorption intestinale-là s'affaiblit, ça veut dire que même si vous consommez des aliments comme vous le consommiez de par le passé, en termes de quantité, ben, la quantité de nutriments qui va aller dans votre organisme va diminuer tout simplement parce que votre capacité d'absorber au niveau de l'intestin a diminué justement parce que vous êtes une personne un peu plus âgée. Et c'est très important parce que lorsqu'on parle de la consommation d'énergie qui diminue, parce que les nutritionnistes ou encore les spécialistes de la nutrition, lorsque vous allez partir, qu'ils vont regarder votre apport alimentaire, ils vont regarder c'est quoi la quantité d'énergie que vous consommez par jour. Est-ce que vous respectez, par exemple, votre niveau de consommation en énergie? Ils vont calculer cela. Mais quand vous consommez votre aliment, c'est pas comme dans votre assiette, c'est écrit quelque part énergie. Vous prenez, vous mangez l'énergie. Vous mangez un aliment et on va prendre cela pour voir, ou du moins, vous mangez des aliments, des repas. On va voir c'est quoi votre apport en énergie et on va regarder est-ce que cet apport en énergie là, si ça augmente, ben, ça devrait aller avec l'augmentation des nutriments qui se retrouvent à l'intérieur de l'énergie, dépendamment du type, je dis euh, votre plan, pas votre plan, mais vos habitudes alimentaires. Donc, la quantité d'énergie nous permet de savoir s'il y a une augmentation ou pas aussi de vos nutriments en fonction de l'augmentation ou diminution de la quantité d'énergie que vous consommez. Donc, ça peut aller à des apports inférieurs aux recommandations parce que oui, il y a des recommandations. Tout à l'heure, je vous disais en fonction de l'âge et du sexe, il y a des apports qui sont différents. En fonction de votre âge, ben, on vous dira spécifiquement, voilà la quantité de tel nutriment que vous devez consommer. D'accord? Donc, si on regarde que vos nutriments diminuent en fonction de la diminution de la quantité d'énergie que vous consommez, on peut voir que vous êtes inférieur par rapport à des apports qui sont recommandés pour rester en santé. Et c'est ça que le diététiste va regarder et puis essayer de trouver un plan nutritionnel pour vous. Ça, c'est la problématique. OK? Les éléments qui peuvent arriver. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, vous vous dites, mais oui, d'accord, tu as dit tout ça, c'est la problématique. Mais comment est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, arriver à parvenir à ces saines habitudes alimentaires qui peuvent nous permettre d'avoir une bonne santé nutritionnelle et alimentaire? Et c'est ce qu'on va aborder dans les points suivants. So basically, there are a couple of things that will happen if you are not following proper all your nutritional needs. As we mentioned, there's the lack of appetite, but there's also weight loss, of muscle mass, and then all if you are not following your food intakes, then what will happen as you start aging is you will need more energy, you might need more proteins, you might need various of other nutrients. So it is important to make sure that you have adapted um your recipes to those needs. And some of the observed changes that might happen will be changes on your muscle mass, your ability to do different type of physical activities, your intestinal absorption, because with time you have the same kind of like it's not like you changing some of your organs and stuff. It's the same one that you've been using since you were little. So as you get older, they might not be as functional as they used to. And the total energy consumptions that you usually had will decrease with age, which will decrease how your body absorbs nutrients. So now we will talk about how to reach better health
healthy habits? Pour parler de cela, moi, je pense peut-être que ce que chacun peut déjà garder à l'esprit, c'est la sécurité alimentaire. OK? On entend beaucoup parler de sécurité alimentaire, et je pense la définition de la sécurité alimentaire de façon générale, telle que elle a été présentée par la FAO, permet à chacun de nous de voir quels sont les éléments que je devrais prendre en compte ou du moins qui peuvent affecter le fait que j'ai un bon statut nutritionnel ou pas. La sécurité alimentaire, lorsqu'on en parle, il y a quatre dimensions. Ce sont les quatre dimensions que je vous présente ici. D'abord, il y a la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation. Et ces trois éléments-là doivent être stables. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la stabilité. Et ces quatre éléments, lorsqu'ils sont rencontrés, c'est ce qui nous amène à un statut nutritionnel. Et ce statut nutritionnel peut être parfait parce qu'on rencontre ces quatre éléments, ou bien notre statut nutritionnel peut ne pas être parfait parce qu'on s'écarte donc de ces quatre dimensions. Alors, en ce qui concerne la disponibilité, c'est que la nourriture, elle doit exister, là. OK? Si je veux manger, ben, la nourriture, elle est disponible. Parce que si la nourriture n'est pas disponible, ça veut dire que je ne vais pas m'alimenter. Donc, je serai forcément en insécurité alimentaire quelque part. Et quand on parle de disponibilité, c'est la disponibilité chez vous, mais c'est aussi la disponibilité dans votre environnement dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que dans votre quartier, par exemple, vous voulez manger des œufs? Est-ce que les œufs sont disponibles? Oui, OK. Ça, c'est un autre aspect, là. Les œufs sont disponibles à l'épicerie. Ça, OK, c'est bon, on sait que c'est disponible à l'épicerie. C'est là que va intervenir l'accessibilité. Pourquoi? Parce que la disponibilité à elle seule ne suffit pas. Les œufs peuvent être disponibles à l'épicerie. Mais est-ce que vous êtes capable de vous acheter des œufs? Non. Donc, du coup, les œufs deviennent inaccessibles pour vous. Si c'est important pour votre état nutritionnel, du coup, vous tombez en insécurité alimentaire. D'accord? Et puis, l'accessibilité aussi, ça c'est le plan économique, ça peut être aussi sur le plan physique. OK? Les œufs sont disponibles dans ma ville, à Gatineau, par exemple. Moi, je suis à Gatineau. Ça est dans un quartier qui a, je sais pas moi, 50 kilomètres d'ici. Oui, c'est disponible. Est-ce que c'est accessible? C'est difficile pour moi d'y aller. Ou bien une tempête aujourd'hui, ben, je peux pas me déplacer. Ou il n'y a pas de route pour partir, ben, je peux pas. Donc, c'est pas accessible. D'accord? Ou bien ça peut être même à la maison. Et puis, c'est pas accessible. Je prends un exemple. On dit chez nous, quand je prends notre culture africaine, pendant longtemps, moi qui suis un bon Africain, on nous a dit non, quand les enfants sont jeunes, il ne faut pas leur donner des œufs, sinon ils vont devenir des voleurs après. OK? Donc là, Mhm. vous voyez que c'est accessible, mais ce n'est pas disponible. Pardon, c'est disponible, mais ce n'est pas accessible. Pourquoi? À cause de la culture. Donc, vous voyez que c'est assez complexe lorsqu'on parle de sécurité alimentaire. C'est pas juste l'environnement physique, économique et autres, il y a même l'environnement social qui peut limiter l'accessibilité à certains aliments. Ou bien on dit que les femmes doivent pas manger le foie ou je sais pas moi, il y a comme il y a toutes sortes de. Je ramène ça un peu à notre tradition africaine. Or, le foie, on sait que c'est important pour les femmes parce que c'est riche en fer, par exemple, ou en vitamine D. Donc, vous voyez, ce sont des facteurs culturels qui peuvent avoir un impact sur la sécurité alimentaire. Ensuite, il y a l'utilisation. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'absorption intestinale. L'absorption intestinale, c'est un exemple d'utilisation. Vous pouvez avoir les œufs, c'est accessible, vous les mangez, mais si vous avez un problème pour les absorber correctement, ça pose un problème d'insécurité alimentaire. Au-delà de cela, l'utilisation peut être tout simplement aussi la cuisson. Vous avez des œufs, si vous ne savez pas comment on fait cuire les œufs, vous n'allez pas pouvoir les consommer. Donc, les œufs peuvent être disponibles, accessibles, mais si vous ne savez pas les utiliser, vous n'allez pas pouvoir les consommer. Et puis, la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation, ça doit être présent en tout temps. Là, on vous parle de sécurité alimentaire. Donc, essayez de regarder tous ces aspects pour voir où est-ce que vous pensez que vous avez un risque de sécurité alimentaire et que peut-être il y a des stratégies que vous pouvez développer pour passer à travers cela. Souvent, peut-être qu'on pense que c'est très difficile de pouvoir manger sain et autres, que c'est cher, c'est long. OK, c'est dépendamment du contexte dans lequel on se trouve, ça peut être une réalité. Mais on peut trouver des stratégies pour essayer de contourner cela. Et regardons un peu quelques éléments que nous pouvons. Alors, on demande de savourer une variété d'aliments santé. Au fur et à mesure que nous vieillissons,
notre organisme va avoir de moins en moins de grandes quantités de nourriture. Ça, c'est un phénomène physiologique. Par contre, on aura besoin toujours des nutriments dont on a besoin. OK? Les nutriments dont nous avons besoin là, il faut que nous les apportons à notre organisme. Je vais manger moins, mais ça ne veut pas dire parce que je mange moins, j'ai plus besoin des nutriments dont j'ai besoin. Donc ça, c'est comme un défi auquel il faut faire face. Il faut manger une variété d'éléments pour nous assurer qu'on a tous les nutriments dont nous avons besoin. Et les nutriments dont on a besoin, là, il y a ce qu'on appelle en biochimie les macronutriments. Pensez aux lipides, aux glucides et aux protéines. Et puis, il y a ce qu'on appelle les micronutriments, dont on a besoin en petite quantité, qui sont les vitamines et puis les minéraux. Choisissez ce que vous aimez, parce que ça aussi, ça fait partie de la manière dont on arrive à combler nos besoins. Les légumes et les fruits, les aliments agrés entiers, les aliments protéinés. On peut regarder ici quelques exemples. Les légumes et les fruits, notamment les légumes qui sont vert foncé comme le chou ou encore le chou chinois, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, le pak choi là, que j'ai mis des images ici. Et puis aussi les aliments qui sont colorés, ok, comme orange, jaune, les carottes, les patates douces et autres. Non seulement ça vous permet d'avoir une assiette qui a de l'allure, qui est belle, parce qu'il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur, ok, mais en plus de ça, ces aliments-là vous amènent un certain nombre de nutriments dont vous avez besoin. Notamment, par exemple, les aliments vert foncé peuvent vous apporter des vitamines comme la vitamine A, peuvent vous apporter des nutriments comme la vitamine K. Si vous prenez le cas des carottes ou des patates douces comme ça, pensez à la vitamine A également. Surtout, ça, c'est vraiment leur point principal. Et l'avantage avec ça, c'est que la vitamine A est un élément important pour votre défense immunitaire ou encore pour la vision, par exemple. Donc, chacune de ces vitamines ou de ces nutriments-là ont un impact bien particulier pour votre état de santé. Pensez aux aliments agrés entiers, l'avoine, le riz sauvage, la pâte de blé entier. Alors ici, vous allez voir que quand on parle d'avoine, de riz sauvage et autres, généralement, ce sont des céréales que vous voyez ici, ou ce sont des grains. OK? Mais on parle de grains entiers. Pourquoi? Parce que oui, nous, je pense que pour nous qui venons généralement des pays tropicaux africains, on consomme beaucoup de riz. OK? À défaut de mettre beaucoup de légumes dans la préparation de votre riz que vous mangez et autres, ben, si vous avez le choix et que vous les aimez bien, ben, prenez le riz entier. Comme souvent le riz étuvé, souvent ça peut faire, euh, comment dire, l'affaire. Mais lorsqu'on parle des grains entiers, pensez un peu au mil. Le mil, le sorgho ou encore le maïs qu'on n'a pas décortiqué. Pensez à toutes sortes de recettes que vous pouvez faire avec ça. Parce que quand on prend le riz, par exemple, et qu'on le blanchit, ben, il y a un certain nombre d'éléments nutritifs qu'on enlève. Et ça, il faut combler avec peut-être ce qui va accompagner notre riz blanc que nous allons manger, par exemple. Donc, si vous allez choisir des pâtes alimentaires, ben, si vous avez la possibilité de prendre des pâtes alimentaires qui sont faites avec du blé entier, ben, c'est celle-là qu'il faut choisir. Les aliments protéinés, comme les œufs, les noix et les graines, les poissons et fruits de mer, haricots, pois et lentilles, les viandes rouges maigres, les produits laitiers qui sont faibles en gras, le lait, le yogourt. En termes de pourcentage, ça, c'est des choses qu'on peut regarder sur l'étiquetage nutritionnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Boisson de soja enrichie, le tofu qui est fait avec le soja, les fèves de soja et tous les autres produits qui sont dérivés du soja. Vous voyez que ce ne sont pas des produits animaux, mais ce sont des produits qui sont riches en protéines. Parce que les produits animaux, à un certain niveau, pour certains d'autres, ça peut apporter des éléments qui, si on les consomme de façon régulière, ne sont pas forcément favorables à une saine alimentation. On demande aussi de savourer une variété d'aliments santé. Ok? On peut utiliser les produits surgelés ou qui sont en conserve. Ok? Tout cela, on peut les utiliser parce que c'est des produits naturels. On les a juste conservés, on les a juste congelés. Ils ont encore les principes nutritifs qui existent. Le goût et l'odorat. Souvent, comme je l'ai dit, avec l'âge, on va perdre un certain nombre de facultés liées à notre perception du goût et de l'odorat. Ben, utilisons des épices
pour préparer euh, nos, nos, nos aliments, étant donné que le sel, la consommation excessive de sel peut conduire à des désordres de santé tels que l'hypertension, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne favoriserait pas la senteur ou, comment on appelle, le goût de nos aliments avec toutes les épices qui existent? Je pense qu'en tant que, je pense que la majorité de nous ici, nous sommes des Africains, on a beaucoup d'épices qui existent, qui peuvent nous permettre de donner une certaine saveur, un certain goût à nos aliments, au-delà donc du sel qui peut avoir un effet délétère sur notre santé. Changer la texture et la température des aliments afin de les rendre plus attrayants. La difficulté pour manger, ben, pour remplacer les aliments par des aliments qui peuvent être plus facilement consommables. Les légumes, on peut dire, OK, moi, je ne peux pas manger les légumes parce que j'avais l'habitude de manger des légumes frais, des carottes ou des fruits et légumes frais, des carottes, des pommes de terre, enfin, pas des pommes de terre, des pommes et autres, hein. Maintenant, ma dentition me pose problème. OK, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux trouver d'autres alternatives. Faire cuire mes légumes, par exemple, à la vapeur. Ça devient un peu plus mou, je peux les consommer. Si j'aime la pomme, ben, je ne peux pas croquer une pomme aujourd'hui, ben, je peux manger des compotes de pommes, par exemple. Ça va apporter les mêmes nutriments que si je mangeais une pomme. Donc ça, c'est des stratégies. L'eau, c'est très important pour hydrater l'organisme. So, one another thing to note as you start to prep for your new diet is really to include a variety of healthy foods. So we love a meal that looks good. So it's good maybe to take different color as you take different color, incorporate different type of vegetables like vegetable fruits, whole grain foods, protein. Don't just select one group and focus on that, but really try to experience with different type of food to make sure that you're getting a variety of nutrients. When it comes to selecting those foods, we know that sometimes there's kind of like this food security that is not available for everyone because maybe it's not accessible, available, or easy to use. So we want to make sure that we're unlocking those barriers and whether it's because of culture or the distance from the shops or anything else, you want to make sure that those nutrients that you need are accessible to you to ensure that your body is getting everything it needs to stay healthy as you are aging. Alors, l'eau aussi, c'est très, très, très important. Je vous ai parlé tout à l'heure du changement physiologique avec l'âge. Donc, la sensation de soif peut également régresser au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il faut s'hydrater de façon régulière parce que l'eau est une composante très, très importante de notre santé et de l'organisme. Donc, il faut rester hydraté même si on n'a pas soif, hein. Ben, il faut boire de l'eau de façon régulière. Chaque fois que nous mangeons nos repas, par exemple nos collations, c'est une occasion pour boire de l'eau. À défaut, ou du moins, au lieu de boire des boissons sucrées qui nous apportent juste peut-être, je vais dire, juste de l'énergie, rien d'autre, privilégier de boire votre eau à la place. On peut aussi consommer des aliments qui nous apportent de l'eau sous une autre forme parce que ce sont des aliments qui sont riches en eau. Les fruits et les légumes, par exemple, le lait faible en gras, les soupes à faible teneur en sodium. Quand on parle de sodium, c'est vraiment le sel, les soupes en faible teneur en sodium. Les boissons de soja enrichies, non sucrées, sont autant de moyens pour nous permettre de nous hydrater. Faire les courses pour une ou deux personnes. Alors, c'est sûr que ça peut être difficile, comme je le disais tantôt. C'est sûr que si vous cuisinez pour plusieurs personnes et que vous vous retrouvez à le faire euh, pour une ou deux personnes, ça peut être difficile. Mais vous pouvez déjà planifier. Qu'est-ce que je veux manger en termes de collation ou de repas? Je fais ma liste d'épicerie, je choisis mes options santé qui sont abordables. Et choisir les options santé qui sont abordables, là, ne jetez pas les, les pamphlets ou les circulaires qu'on vient mettre dans vos boîtes à lettres, là, avec la liste des épiceries et puis les rabais et autres. Regardez cela. Et puis sélectionnez, allez faire vos achats en fonction de ça.
Non seulement ça vous permet d'économiser, mais ça vous permet de faire des stocks que vous pouvez utiliser, je vais dire un peu plus tard. Je parlais de l'accessibilité. Souvent, l'accessibilité économique peut être un défi. Donc, il faut rester à l'affût de ces promotions. D'autant plus que, ben, je vais dire, quand on a atteint cet âge, je l'ai dit, on est vers la retraite, et puis donc, les ressources ne sont pas forcément disponibles. Facilitez-vous la tâche pour vos courses en ligne, accompagné d'une amie, utiliser le service de livraison si ça existe, les services d'autobus épicerie. Dans certaines communautés, ça existe. Je ne sais pas si ça existe ici au Canada, je n'ai pas connaissance de cela, mais tout ce qui peut vous faciliter la tâche et la vie qui existe là, ben, utilisez-les. Peut-être aujourd'hui, on est un peu plus jeune, on fait nos courses, on n'est pas trop attentif à cela. Peut-être que c'est le temps de commencer à regarder ça et voir comment est-ce qu'on pourrait les utiliser à un moment donné. Ah, je le disais, oui, c'est difficile de cuisiner des repas pour une ou deux personnes parce que, on est habitué à cuisiner pour une grande famille, donc ça peut être assez délicat. Si c'est nous qui préparions les repas pour toute la famille. Il y a comme une sorte de nostalgie qui peut entourer tout cela et puis qui peut vous amener peut-être à rendre encore cette situation-là un peu plus difficile. Préparer les collations et les repas les jours où votre énergie est optimale. OK, je me sens aujourd'hui bien pour faire de la cuisine. OK, je le prépare et puis j'en profite pour préparer pour les jours suivants. Pourquoi? Parce que demain ou après-demain, il se peut que je n'ai pas l'énergie que j'ai aujourd'hui. Si je prépare aujourd'hui, ben, essayons de le diviser. Et puis, il y a des repas que tu peux préparer. Et puis, les restes peuvent être conservés pour une utilisation ultérieure. Préparer un poulet entier aujourd'hui, bien penser un peu avec les fêtes qui arrivent. Vous préparez votre dinde, ben, elle reste, on va prendre les restants pour les ranger. Je suis pas forcément un spécialiste de savoir qu'est-ce qui peut pas bien se consommer. Je pense que chacun a son expérience par rapport aux aliments qui se conservent le moins facilement possible. Et donc, dépendamment de cela, ben, je vais préparer soit en grande quantité ou en petite quantité. À cet âge-là aussi, où on est souvent seul ou bien on est seulement deux, mais on peut coordonner avec d'autres personnes, avoir des repas qu'on prépare de façon alternée et puis de partager. Souvent, ça, c'est comme la vie communautaire. Je vous ai parlé du soutien social comme étant un déterminant collectif. Voilà des éléments qui peuvent être mis en exergue ici lorsque nous vivons dans une communauté, qu'on a de bonnes interactions avec les gens qui font partie de notre communauté. Manger en compagnie des autres. Non seulement c'est bon pour notre santé, parce que c'est une manière de socialiser plutôt que de rester dans notre coin. Et puis quand on mange avec les autres, on a tendance à consommer un peu plus, parce qu'avec cette ambiance de communauté qui existe, donc en tant que personne âgée, ça peut être bénéfique de manger avec les autres. Ça peut être un voisin, ça peut être un groupe de dîner, ça peut être des occasions de repas partage que nous avons ou bien inviter les gens dans notre famille ou se faire inviter dans d'autres familles. Il y a aussi les cuisines communautaires euh, qui existent dans certaines municipalités. Vous avez des occasions d'aller cuisiner ensemble avec d'autres personnes. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent aider. Et puis là, les repas rendent agréable pour euh, vaincre le sentiment d'isolement. Alors, sur ce point-ci, c'est comme si, peut-être que autant que nous sommes ici, on se dit, mais non, peut-être que ça ne me concerne pas trop. Ben, j'ai des enfants, je vis avec ma famille et autres. Mais il peut arriver un moment donné où on fait face à cela. Et on le voit avec des gens qui sont seuls chez eux, isolés. Et ça prend je veux dire, quand on prépare nos repas, de nous créer une atmosphère ou un environnement qui nous amène à surmonter justement ce sentiment d'isolement. De nouvelles recettes, écouter la musique que nous faisons, nous préparons nos repas. Mais moi je veux dire, je me classifie pas d'abord dans le groupe des personnes âgées. Et souvent, quand je vais à la cuisine, je mets des choses comme ça qui m'entraînent euh, euh, je veux dire, dans cette pratique-là. Puis, où est-ce qu'on mange, enfin, toutes les conditions qu'on peut mettre en œuvre pour s'assurer qu'on mange dans un environnement qui est apaisant et qui nous est favorable pour mieux consommer. Alors, les provisions, ça aussi, c'est important. Il ne faut pas forcément attendre peut-être qu'une crise se présente pour aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, surtout, je pense que c'est d'actualité dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Toutes sortes de catastrophes peuvent arriver. Donc, c'est toujours bien
de garantir un certain nombre d'aliments non périssables, c'est-à-dire qui ont comme une date de péremption qui est loin, parce que euh, généralement, il n'y a pas d'aliments non périssables. Là, tout ce que vous achetez à l'épicerie, il y a toujours des dates de péremption, mais des choux, des tomates et autres, si vous les gardez à l'air libre, ça vous prend peut-être tout au plus une semaine et puis vous les perdez. OK? Mais dans votre garde-manger, vous pouvez entasser des aliments qui peuvent être utilisés si jamais il y a une crise qui survient. Beurre d'arachide, poudre de lait écrémé. Je pense que nous, moi personnellement, j'ai été habitué justement à la poudre de lait avant que je n'arrive au Canada ici, où maintenant, même pour mes enfants, il faut que j'aille acheter le lait liquide. Eux, ils sont plus ou moins habitués à ça. Là. Le lait en poudre, là, ils savent pas plus ou moins ce que c'est. Mais vous êtes d'accord avec moi que le lait liquide, ça peut être difficile à conserver. Si par exemple, vous avez une situation qui arrive 3, 4 jours, bah, votre lait, même s'il est dans le frigo, ne peut plus l'utiliser. Par contre, si vous avez du lait en poudre, par exemple, OK, ça pourrait être utilisé. Il ne faut pas non plus garder ça et puis la date limite passe si vous avez perdu votre argent. Si la date limite s'approche, consommez et puis allez acheter un autre qui a une date limite qui est un peu plus prolongée. Donc, ça, c'est des stratégies pour avoir des aliments qui peuvent être utilisés si jamais il y a un problème qui survient. Vous avez un congélateur aussi. Il y a des aliments que vous pouvez conserver. Ça peut être des aliments céréaliers, le pain, les légumes ou les fruits, la viande ou la volaille. Et ça peut aider. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des achats lorsque les prix sont abordables. Vous faites un stock chez vous, ça vous permet sur le plan économique donc de sauver de l'argent. C'est pas forcément valable pour les personnes âgées, là, même nous autres aujourd'hui qui ne nous considérons pas forcément comme des personnes âgées, là, 65 ans et plus, ça peut nous permettre de sauver des ressources. Alors, il y a des ressources qui sont disponibles dans la communauté. Il faut regarder cela, il faut les utiliser parce que souvent, ça y est là juste pour les gens. Service de transport pour vous rendre à l'épicerie, service de livraison d'aliments et repas, programme de dîner, de repas de groupe, cours de cuisine et cuisine communautaire, centre de services bénévoles pour vous aider à faire vos courses. Soyez à l'affût de tout cela. Cela peut vous aider et vous faciliter grandement la tâche. C'est vrai que nous, on vient moi je prends encore mon exemple, d'endroits où souvent peut-être que ces services-là n'existent pas. Mais on arrive dans des endroits où ces services-là existent. Et puis souvent, c'est payé avec nos taxes ou nos impôts que nous payons. Et il faut en profiter parce que ça peut nous faciliter la tâche à un certain moment. Yes, so where we left off, we were talking about hydration. It is important to also make sure you're taking out enough water as you're eating because water is so important for our body for many, many different things, but it will definitely affect also your health, digestion of everything that you have eaten. On top of that, when it comes time to do your grocery, make sure you are planning ahead. Make sure you are taking advantage, for example, of different sales or coupons that will reduce the cost of your groceries. Maybe if going to the store is not so accessible, there's different things online, like apps that you can take for order delivery, or maybe ask for a ride with a friend, ask for um like a covoiturage, like I go with somebody else that's also already doing grocery, so you're kind of saving on funds on your gas, or use the bus if it's hard for you to get there. Another thing is also we know that it's hard to cook, so maybe meal prepping will be a good idea. Save your leftovers for the next days and cook in bigger quantities when you are cooking to ensure that if it's hard for you to stand up and cook for 2 hours, maybe cook for 2 hours, but for a couple of meals that are going to serve you a couple of times. The best thing is to eat with people. Eating with people has so many benefits, but one of it is first, you are already in a space where you are socializing, which is very good for when you get to to that age, but also you are maintaining contact with people. You can meet up with your neighbor to share a meal, or you can meet up with a friend, a family member. There are so many people you can share a meal with, which will enhance your appetite and which in result will improve your digestion later on. Or to kind of, if you are not meeting with people and you want to still enhance your experience as you're eating, you can maybe play music, play
space, something else to distract you while you're eating, and or go into a place where you are very comfortable so that you can just really enjoy your meal and finish it at that time. Always have emergency stocks in your pantry, such as peanut butter, powdered milk. I know it's not very common, but it's good to have powdered milk because it doesn't expire as much as the liquid milk, or maybe cans of vegetable, cans of soups, different cans of beans to make sure that if for a certain time, for a reason, you can't go to the grocery store, you have those emergency um things in your pantry that you can eat, or you can also take advantage of your freezer. The freezer will make sure that you can use your food for more than the 3 or 4 next days, where you can store your vegetable, fruits, and meats for a longer use, and also take advantages of resources in your cities. There are multiple programs in different cities. Some will bring the food to you, some will grocery shop to you. I know some will make a meal a week for elders in the community. So just take a look out, see what's around in your cities that you can take advantage of, because they have a lot of volunteers that help elder when it comes to their nutrition. And if you have difficulties to access those things, there are different companies that will support you with that. And we were getting to the conclusion, so I will move the mic back to Mr. Charles to conclude his presentation. OK. Merci. Alors, donc, pour conclure ma présentation aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, l'organisme a une diversité de besoins nutritionnels qu'il faut bien entendu couvrir, mais il y a aussi diverses stratégies qui peuvent nous amener à couvrir ces besoins. Et ça, c'est encore plus important lorsque nous prenons de l'âge. Parce que ce sont des éléments que j'ai évoqués tout au long de ma présentation. Et avoir une saine alimentation, c'est quelque chose d'assez complexe, je le conçois. Ok, c'est pas aussi facile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a les facteurs économiques, il y a les facteurs sociaux, il y a les facteurs politiques, il y a les facteurs environnementaux. Il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent venir jouer à cela. Mais une fois que on sait plus ou moins l'importance de cela et puis comment est-ce qu'on peut essayer de le combler, ben on peut développer des stratégies, comme je l'ai dit, pour essayer de faire face à cela. D'autant plus que on ne peut pas dissocier les facteurs individuels des facteurs collectifs. Et un exemple bien concret de cela, oui, je veux manger des fruits et légumes tous les jours. Mais quand je m'en vais sur le marché, les fruits et légumes coûtent cher. Donc, même si j'ai la volonté, tant qu'individu, ben, l'environnement dans lequel je suis ne me permet pas de le faire. Qu'est-ce que je fais? Ben, je développe des stratégies. Je regarde par exemple les dépliants, comment on appelle, les promotions qui existent et puis j'en profite pour essayer de m'alimenter sainement. Parce que je sais que je dois m'alimenter sainement, mais j'ai pas les moyens. Mais j'ai quand même une stratégie qui consiste à trouver ce dont j'ai besoin lorsque, par exemple, il y a des opportunités. Et puis, je peux vous dire que on a tellement d'épiceries et chaque semaine, il y a comme des rabais dans telle épicerie, dans telle autre épicerie, il y a tel rabais dans telle autre épicerie. Donc, en fonction de ce que vous voulez, là, vous pouvez faire votre magasinage. Peut-être que ça vous demande un peu plus de travail, dans le sens où, OK, je m'en vais à Maxi pour aller acheter des brocolis, mais pour mes carottes, je vais aller à Super C, et puis pour mes choux, je vais aller à Métro, OK. Il faut s'asseoir et puis faire tous ces calculs-là, et puis sans cela, peut-être que c'est que je le ramène toujours aussi à moi. En Afrique, c'est un peu plus facile. OK, tu t'en vas au marché, achète ça pour moi. Peut-être ici, c'est un peu plus difficile, mais ça pourrait fonctionner. Moi, aujourd'hui, je m'avais fait mes courses à Maxi. Toi, tu vas à Super C. OK, est-ce que tu peux m'acheter une boîte de, c'est pour moi, de céleri là-bas? Parce que c'est un peu plus cher. Et puis, toi, est-ce que tu peux m'acheter des carottes de l'autre côté parce que c'est un peu plus cher? Tout ça, c'est des stratégies. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut être mis en œuvre, mais c'est des choses qui peuvent être utiles. Faites un choix santé. Ce que nous mangeons régulièrement va compter pour notre santé. Choisissez les aliments qui contiennent
peu ou pas de sodium, qui contiennent peu de sucre ou de gras saturés. Et là encore, c'est un choix individuel parce que je décide d'acheter des aliments où il y a moins de sodium, moins de sucre, moins de gras saturés. Mais il y a aussi un aspect comme un déterminant collectif. Le déterminant collectif, c'est quoi? C'est comme ce que vous voyez ici, la fiche nutritionnelle. La fiche nutritionnelle, là, vous pouvez la regarder pour voir est-ce que cet aliment-là a beaucoup de sucre ou pas. Et vous voyez que sur cette, ça peut prendre encore une autre séance pour parler de ça, mais cette étiquette nutritionnelle vous guide un peu sur vos choix. Vous voyez ici, vous avez des pourcentages. Les pourcentages qui sont là, ça veut dire que dans toute la journée, pour ces nutriments-là, voilà ce que vous devez consommer au maximum en termes de pourcentage. Donc, si je prends par exemple cette étiquette, ça dit que le potassium, il y en a 450 milligrammes à l'intérieur et c'est 10%. Donc, pour cet aliment, si je prends 250 millilitres de cet aliment, ben, j'ai déjà consommé 10% de ce que je dois consommer en termes de potassium, en termes de sel dans toute la journée. Donc, une fois que j'ai mangé 250 millilitres de ça, ben, je dois faire attention à tout ce que je vais manger par la suite dans la journée. Parce que je n'ai pas envie de dépasser 100%. Donc souvent, quand vous voyez que le sel est beaucoup élevé dans l'alimentation des gens, c'est parce que ben, la personne va manger de la charcuterie, après il va aller prendre je sais pas moi, des aliments en conserve où il y a beaucoup de sel. Il mange plusieurs affaires qui sont transformées où il y a beaucoup de sel, et en fin de journée, peut-être qu'il a mangé 200% de sel, ce qui n'est pas correct je vais dire pour lui, là. Donc il faut faire beaucoup attention à cela. Donc comparer le tableau de valeur nutritive des aliments pour choisir les aliments qui contiennent le moins de sodium. Pour avoir plusieurs options du même aliment, vous pouvez regarder pour voir lequel de ces aliments-là contient moins de sel, par exemple. J'achète ce que je veux, mais au moins je fais un choix santé. Et puis ça, c'est le guide alimentaire canadien. Avant, c'était un guide avec des portions. Maintenant, c'est une assiette qui représente ce que nous devons avoir dans une assiette type à chaque fois que nous mangeons. Mangez des fruits et légumes en abondance. Donc, votre assiette, c'est la moitié, ça doit être de fruits et légumes. Et fruits et légumes, généralement, c'est pas là-bas que vous allez trouver les problèmes de sodium, de gras saturé, de gras trans ou encore de beaucoup d'énergie. Non, là-bas, c'est les minéraux, c'est les vitamines, c'est les fibres alimentaires. OK? Et puis, un quart, c'est les aliments protéinés. Ces aliments protéinés, là, ça peut être la viande, ça peut être le poisson, mais il y a tout ce qu'il y a comme les légumineuses, c'est-à-dire le haricot, les petits pois, les amandes, tout ça là, c'est des aliments protéinés. Et puis finalement, le troisième, c'est choisissez des aliments en grains entiers. Donc vous avez les pâtes alimentaires ici, vous avez le riz sauvage dont j'ai parlé, le pain fait de grains entiers, et puis buvez beaucoup d'eau et choisissez l'eau comme étant la boisson de choix. Voilà. Donc, c'est sur ça que je terminerai ma présentation ici. Et puis, on pourrait peut-être prendre des questions ou des commentaires. Je ne m'attends pas forcément à prendre des questions, mais des commentaires, des contributions ou encore des réflexions. Voilà, je vous Mhm. remercie. Thank you so much. Thank you so much. Such an insightful presentation we've had today, and we're very thankful that you took the time of your day to present to us, Mr. Charles. So I'll invite anyone that has any comments and or questions, mostly comments, I think. Ah oui, Monsieur Dabonnet, je sais que la question est peut-être un peu difficile à répondre parce que souvent au Canada, on ne permet pas la collecte d'informations sur la base ethnique. Et je voulais d'abord dire que nous qui sommes ici, nous appartenons à une communauté spécifique et je voudrais savoir, est-ce qu'il existe des données qui nous permettent de savoir si rapporté à l'ensemble de la population, la communauté étrangère, bon, j'ai dit la communauté étrangère, la communauté immigrante souffre beaucoup plus de la question du vieillissement en santé lié à l'alimentation, ou bien nous sommes beaucoup mieux logés que le reste de la communauté. Voilà, c'est une question qui pourrait être technique, mais bon, on ne sait jamais. Je vous pose la question et si vous pouvez nous aider par rapport à ça. OK. Ben oui, je pense que c'est une très belle question que vous posez. Et c'est sûr que je ne peux pas vous donner, dans l'état actuel, là, comment on appelle,
des chiffres spécifiques à la communauté noire. Mais ce que je peux dire, si on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, et puis on regarde un peu la communauté noire comme étant faisant partie des groupes marginalisés, des minorités, ben, les questions de santé, notamment liées aux maladies chroniques, affecte ces communautés-là plus que les autres communautés. Et un exemple bien clair pour que vous le voyez, c'est ce qui s'est passé avec la COVID-19. Vous avez vu que la COVID-19, elle a impacté négativement les personnes âgées et elle a surtout impacté aussi les gens qui souffraient déjà de désordres chroniques qui existaient avant. Et ces désordres chroniques, lorsque vous regardez les statistiques, vous allez voir que les Noirs, les Latinos, sont des gens qui vivent plus les problèmes liés aux maladies cardiovasculaires, que ce soit le diabète, le cancer, etc., etc. Ceci dit, au Canada, et ça, c'est quelque chose qu'on a, c'est que pendant la COVID, j'ai participé à des projets de recherche où on voulait donner de la voix pour qu'on collecte justement ces données liées à la race. Parce que les données qu'on a à l'échelle nationale, vous allez voir, soit ce sont des données qui sont obsolètes, elles sont toutes vieilles, ou bien lorsqu'on va collecter les données, on ne va pas dans le détail d'aller chercher des informations qui permettent d'apprécier l'état de santé réel des communautés noires. Et pour le VIH-Sida, par exemple, pour lequel j'avais travaillé, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais quand on regarde en termes de proportion, le nombre de Noirs au Canada versus le nombre de Noirs qui sont affectés par le VIH-Sida par rapport à la population globale, les chiffres sont comme, je vais dire, très, très élevés. Donc, oui, il y a un besoin de collecter ces données, mais il y a que les conditions de santé, si on se bat aujourd'hui pour l'équité et l'égalité dans le traitement des maladies, la prise en charge des maladies, c'est à cause de cela. On n'est pas nombreux, mais on est plus affectés. Et pour comprendre le fait qu'on soit affecté, ce n'est pas juste les paramètres dont je parle au niveau individuel et autres. Il faut tenir compte des facteurs, ce que j'appelais les déterminants collectifs qui affectent négativement ces communautés-là. À savoir donc le niveau d'éducation, l'accès à l'emploi, le revenu, l'accès à un médecin, etc., etc., qui sont impactés par d'autres facteurs comme la discrimination, le racisme et autres dont on parle tout le temps et qu'on parle de l'égalité des chances au niveau de la société canadienne. Donc ça, c'est vraiment la réponse que je peux vous donner. Peut-être qu'elle reste un peu globale là, mais c'est un peu ça le portrait de façon générale. En attendant que quelqu'un réponde, peut-être que je peux compléter sur les personnes âgées. Je pense qu'avant de laisser cette présentation, je suis parti regarder un peu des statistiques de Santé Canada. Et les statistiques que j'ai eues, je vais dire, de Santé Canada, ce sont des données qui ont été rapportées en 2016. 2016, on est quoi? On est en 2024 là. Mais ce que ça disait en 2016, c'est qu'il y avait 1,2 million de personnes au Canada qui sont déclarées comme noires. Et de ces personnes-là, il y a 7,3% qui constituaient les 65 ans et plus, ce qui est assez, je veux dire, assez important quand même. Et aujourd'hui, les 1,2 millions, c'est environ 3,5% de la population canadienne. Et c'est quelque chose qui est estimé à atteindre 5,6, environ 6% en 2036. Donc ici, c'est quoi? C'est que la population canadienne en termes de Noirs va augmenter, mais aussi les 65 ans et plus, ça, c'est quelque chose, c'est un nombre, un chiffre aussi qui va augmenter. Donc quand on regarde tous les problèmes qui sont liés à ce groupe d'âge-là, ben, ça devrait nous interpeller. Et puis, dès qu'il y a une opportunité ou bien des possibilités de faire valoir ou de faire parler de cette préoccupation pour notre groupe communautaire ou racial, ben, il faut le faire. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais c'est clair que oui, les initiatives sont mises en place, mais concrètement sur le terrain, comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre, comment elles sont traduites par des faits, ça c'est un autre point des questions qu'il faut certainement peut-être ouvrir l'œil là-dessus, puis continuer d'interpeller les autorités sur cette question, hein. Oui, ben, merci bien pour la présentation. Merci à Charles, c'est très apprécié. La présentation est très intéressante. Ça me rappelle un peu comment est-ce qu'on doit se conduire, parce que quand on prend de l'âge, souvent on oublie que le corps n'est plus le même et il faudrait
toujours se rappeler cela. La présentation aide à nous rappeler, et surtout notre communauté, ce qui est important. J'ai beaucoup apprécié les aspects importants liés à la communauté que tu as soulevés, surtout la COVID. Et je sais que tu as fait enfin, tu as publié par rapport à ça, dans le cadre du CADO, l'Organisation pour la santé des Canadiens d'origine africaine. On a fait une publication sur la question de la nutrition enfin, pour les Noirs. Mais ma question, c'est peut-être aux gens de DDI à répondre. Je ne sais pas, peut-être que Charles pourra aussi donner son point de vue. Mais j'aimerais voir, je ne sais pas si ça a été dit au début et peut-être que je ne l'ai pas entendu, mais j'aimerais faire que vous fassiez le lien entre DDI et cette présentation sur comment vieillir, enfin en bonne santé. Quel est le rapport entre DDI et cette présentation que Charles vient de faire? Est-ce que... Oui, en fait, le projet, si sur les présentations qu'on est en train de faire, parce que DDI, c'est oui plus pour le marché des DDI tient plus sur les personnes d'un plus vieil âge. Alors, ce programme-ci, les présentations de chaque mois, c'est des conseils sur des choses qui vont être utilisées encore comme présentement, qui peuvent être appliquées dans le jour à jour pour les personnes de 55 ans et plus. Donc, aujourd'hui, le thème était sur la nutrition, mais des fois, ça a été sur les finances, sur le testament et d'autres choses. Dans les mois à venir, il y aura sur l'hypothèque et autres choses. Donc, c'est plus pour euh, des routines ou des conseils qui peuvent être adaptés pour améliorer le mode de vie, que ce soit social, financier et santé des personnes de 50 ans et plus. Je pense que M. Mamadou voudrait aussi ajouter. Le lien entre DDI et la présentation ici, c'est que nous avons pris sur nous l'engagement de sensibiliser aussi les populations, la communauté DDI, sur beaucoup de thématiques qui touchent à leur vie. Et plus particulièrement, la thématique d'aujourd'hui vise la communauté du troisième âge. Et DDI a cette pour objectif de s'entraider quand il y a une situation de décès pour permettre à la famille d'accompagner dignement le membre disparu avec à sa dernière demeure. Mais on s'est dit que sensibiliser, informer aussi les membres à avoir une certaine hygiène de vie leur donne aussi un peu plus de chances de vivre longtemps. C'est un peu l'objectif ici. Et vous pouvez comprendre à travers cette présentation aujourd'hui que même ceux qui ne sont pas du troisième âge comprennent que les bonnes habitudes alimentaires agissent comme des médicaments, comme une véritable pharmacie et peuvent ajouter une plus-value à la qualité de notre vie. C'est pour ça, DDI, en tant qu'organisation euh, j'ai dit non gouvernementale, à but non lucratif, essaie de faire en sorte que la plupart des thèmes qui touchent la communauté puissent être abordés afin que nous puissions contribuer à notre façon à leur épanouissement. Voilà, c'est pour ça. Merci. Je voudrais ajouter mon grain de sel pour peut-être pour emboîter le pas à ce que Randy a dit. Je pense que DDI, c'est une organisation pour accompagner les gens dans des situations qui malheureusement sont des situations malheureuses, même si c'est un peu de la tautologie. Et c'est lorsque les gens nous quittent pour une raison ou pour une autre. Donc, mais idéalement, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens vivent plus longtemps. Ok. On doit prendre des gens en charge lorsque les gens perdent la vie, mais on aimerait que les gens vivent plus longtemps. Donc, de mon point de vue, c'est donner des outils aux gens pour que, ben, ils puissent profiter de la vie le plus longtemps possible avant de quitter ce monde. Donc, pour moi, ça pourrait s'inscrire sous cet angle-là aussi. Ça, c'est la sécurité alimentaire, mais c'est qu'ils font des présentations, comme ils l'ont dit, sur la sécurité financière, la sécurité psychologique, toutes sortes d'affaires
qui peuvent donner une certaine qualité de vie meilleure aux gens avant qu'un jour ils décident, pas qu'ils décident, mais que Dieu décide de les rappeler, que Dieu les accompagne. Donc, Je voulais savoir, vu qu'on a tantôt parlé qu'avec l'âge, bon, il arrive qu'on peut plus, la quantité n'est plus importante, c'est la qualité qu'il faut, ce qu'on a besoin. Et aussi, vu que, bon, on a parlé de panier qui est un peu, qui est un peu cher là, est-ce que les aliments dont on a cité tantôt, est-ce qu'on peut les remplacer par les, les, les concentrés d'aliments, les barres qu'on fait là? Je sais pas, est-ce qu'on peut les remplacer par ces concentrés d'aliments et de nutriments? Je sais pas si c'est possible. OK. Bien, alors c'est une très 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 belle question que vous avez posée. Je voulais juste peut-être faire une petite précision par rapport à la quantité dont j'ai parlé. Le point, c'est pas que la quantité n'est pas importante. La quantité, elle est importante, mais comme on vieillit, on ne peut plus consommer justement les quantités qu'on consommait avant. C'est ça. D'accord, voilà. Donc, c'est toujours important, mais c'est que physiologiquement, biologiquement, on ne peut pas les consommer. Or, on a toujours besoin des nutriments pour notre organisme. Donc, c'est là que intervient la seconde partie de votre question, où est-ce qu'on peut le remplacer par des suppléments ou des bas, etc., etc. Et la réponse est oui. Parce qu'il va falloir réadapter, je vais dire, notre alimentation. Mais ça prend les conseils d'un spécialiste. Ça pourrait être, par exemple, un nutritionniste ou bien, pas un nutritionniste, une diététiste ou un diététiste. Et c'est là que ça me permet peut-être de soulever un point. Souvent, nous avons des assurances. Nous avons des assurances qui peuvent nous permettre de nous donner comment on appelle, les services d'un diététiste ou d'une diététiste. Utilisons-les parce que ce sont des services spécialisés qui peuvent nous aider à nous maintenir en santé. Ou bien si nous avons la possibilité de nous offrir les services d'une telle personne pour qu'elle nous donne des conseils plus ajustés, plus spécifiques, utilisons-les. D'accord? Il y a des aliments qu'on vend en libre service. Lorsque vous partez, par exemple, à la pharmacie, vous avez, comment on appelle, je ne sais pas si vous connaissez les Ensure et puis les Boost et autres qui sont comme euh, euh, des bouteilles de lait qui sont renforcées soit en énergie ou en protéines et autres pour les personnes d'un certain âge. Ça vient aider justement à combler ce que vous ne pouvez pas vous apporter dans l'alimentation normale. Mais avant d'en arriver à cela, c'est de voir comment est-ce que votre alimentation normale ne vous permet pas de combler tous vos besoins. Et ça vous prend un spécialiste, comme je l'ai dit, une diététiste, qui regarde et qui vous trouve un plan alimentaire pour essayer de combler. Et puis, si ça ne peut pas combler, ben, la personne peut vous encourager, vous prescrire de prendre des compléments alimentaires, de prendre des barres, comme vous l'avez dit, ou encore des vitamines. On conseille déjà même, je vais dire sur le site de Santé Canada, à partir de 50 ans, de prendre par exemple des compléments en vitamine D, par exemple, chaque jour, par exemple, pour combler vos apports en vitamine D. Donc, oui, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur Charles, de vous être joint à nous. Merci encore une fois. C'était vraiment une présentation très enrichissante. Et merci aussi à tout le monde qui a écouté, qui a pris le temps de se joindre pour apprendre.